bienvenue. Bonjour Claire. Donc, vous êtes Claire Pétro. Vous avez créé donc, les Pépites Vertes, donc, qui est un média engagé qui vise donc à donner du pouvoir aux jeunes pour qu'ils aient bien conscience, qu'ils soient mieux formés et aussi qu'ils puissent ensuite mieux choisir leur formation et même leur trajectoire professionnelle par la suite. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de la raison pour laquelle vous avez créé ce média ? Bien sûr, merci à toutes et à tous. Ravie de partager cette table ronde. Alors, la question, c'est comment est-ce que l'idée m'est venue ? Oui. Moi, j'aime bien rappeler qu'une idée ne vient pas sans identification d'un problème. Et quand on est un entrepreneur ou une entrepreneuse comme moi, c'est d'abord se rendre compte qu'il y a une problématique qui nous prend aux tripes et où on se dit, j'ai envie de trouver une idée pour répondre à ce problème-là. On associe cette problématique qui nous prend aux tripes à nos compétences, à nos forces et à la fin, pour ma part, ça donne les pépites vertes. Ce qui se passe, c'est qu'en 2020, je suis à Change Now, responsable de la communication de ce bel événement. C'est le confinement. Et je reçois énormément, pendant le confinement, de messages de jeunes étudiants et étudiantes qui me disent « Toi, tu as trouvé ton job à impact. Moi, je ne sais pas comment faire. Est-ce que je dois aller travailler dans un grand groupe pour transformer de l'intérieur ? Est-ce que je dois aller travailler dans le public parce que c'est là que ça se passe ? Est-ce que je dois monter une start-up ? Est-ce que je dois bosser en ONG ?» Et moi, j'étais là, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, c'est des possibilités qui s'offrent à toi et que moi, au-delà du coaching que je faisais un peu au téléphone aux jeunes qui m'écoutaient, j'ai eu envie justement de démocratiser et de rendre mon réseau, celui de Change Now, de mes amis qui étaient engagés aussi, accessible à un plus grand nombre. Et c'est là, du coup, que j'ai créé les Pépites Vertes en forme de médias, vidéo au tout départ, pour montrer les métiers de la transition écologique et expliquer que travailler dans une ONG, dans un grand groupe, dans une start-up, dans des assos, dans l'influence, c'est autant d'opportunités qui existent pour accélérer la transition écologique. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je crois que vous pouvez faire un constat parallèle, Amélie Deloche, parce que quand Claire, tu disais que, on va se tutoyer peut-être, tu disais que c'était d'un problème qu'était né finalement ton projet. Je crois que c'est un peu le même constat pour toi, Amélie. Finalement, Paye ton influence est vraiment né, ce qui paraît évident aujourd'hui, mais de la dimension vraiment des effets très délétères de tout le monde de l'influence pour l'écologie. C'est ces 2 mondes complètement parallèles et qui se rencontrent très peu. Donc voilà, tu as créé ton collectif pour cette raison-là, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement de quoi il s'agit ? Bien sûr, comme Claire l'a dit, on a créé Paye ton influence parce qu'on a bien constaté qu'il y avait un problème avec le secteur de l'influence, que la majorité des influenceurs, en tout cas ceux qui avaient les plus grosses communautés, finalement promouvaient des modes de vie et de consommation qui n'étaient plus compatibles avec la transition écologique, alors qu'ils pouvaient justement être des acteurs pertinents et impactants de la transition grâce au fait qu'ils parlent à des énormes communautés, qu'ils sont écoutés, regardés chaque jour, qu'ils entrent dans le quotidien finalement de millions de personnes chaque jour, contrairement finalement aux scientifiques qui aujourd'hui ne sont pas forcément écoutés sur les questions de transition. Donc on s'est dit qu'il y avait un problème avec ce secteur de l'influence, mais finalement ça pouvait être aussi une solution à la transition. Donc Paye ton influence, ça a vraiment été créé avec l'objectif d'accompagner finalement cette transition du secteur de l'influence, essayer de réveiller les influenceurs sur les questions écologiques pour qu'ils puissent sensibiliser leur audience, pour qu'ils puissent aussi sensibiliser les autres influenceurs avec lesquels ils travaillent et qu'ils regardent aussi au quotidien, et pour qu'ils puissent aussi amener par exemple les marques et tout un secteur économique finalement à s'intéresser à la transition écologique. D'accord, merci. Merci beaucoup. C'est une démarche un peu parallèle que tu as menée toi aussi, Ferris Berkel, avec l'association donc Banlieue Climat. C'est aussi parti en fait d'un constat que finalement les quartiers populaires n'étaient pas forcément sensibilisés à tous ces enjeux, et c'est à ce problème-là que tu tentes que tu tentes de résoudre avec ton association. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots la genèse de cette association ? Bien sûr, bien sûr. Vous allez bien sinon déjà ? Tout le monde là ? Ça va ? Donc ouais, l'asso, ça a commencé avec ce constat qui est de dire, on oppose souvent fin du mois, fin du monde. On dit souvent qu'au fond, l'écologie, c'est pas pour les quartiers populaires, c'est pas un sujet pour nous. Pourtant, quand on regarde la vulnérabilité, on est sur la canicule 2003, 19 000 morts. Le plus de morts, c'est Val-de-Marne, c'est Saint-Denis. On voit parce que les HLM sont mal isolés, parce que c'est la merde. Tu prends l'alimentation, tu prends la pollution. On est à 29%, 30% d'incinérateurs supplémentaires près des quartiers populaires. Donc tu prends à peu près tout et tu vois qu'on est les plus vulnérables. Et pourtant, on nous réussit à faire croire que c'est pas un sujet pour nous. C'est un truc de fou. Et puis même moi, personnellement, dans ma famille, il y a eu des gros problèmes de santé. Et tu vois que les comorbidités, même pendant le Covid, la santé est éminemment liée à la question environnementale et la question écologique.
Et donc face à ce constat, on se dit comment ils ont réussi à faire l'exploit de dépolitiser un sujet comme le climat pour que même dans les quartiers, on n'en parle plus. Et donc face à ce constat-là, moi j'ai commencé à faire des formations, à faire de la sensibilisation. Et puis petit à petit, ça s'est un peu plus monté, structuré autour d'un projet commun avec Abdelali El Badawi qui a fait Banlieue Santé, Banlieue School. Autour de Sana Saitouli, Sefiu qui est un ancien rappeur. On s'est tous réunis pour faire ce projet qui aujourd'hui touche pas mal de jeunes. Et avec aussi un constat qui est de dire demain les enjeux de transition vont être à nouveau un facteur d'inégalité entre ceux qui ont les moyens de saisir les opportunités. Les connaissances. C'est ça, les connaissances, les moyens d'entreprendre. Et ceux qui, au fond, seront un peu laissés de côté. Et donc, pour pas qu'on réplique la même merde, pour pas qu'on réplique à nouveau les inégalités et qu'on soit dans une situation où on se fasse douiller, tu vois, parce que y a une partie qui sera encore bloquée dans l'ancien monde. Moi, j'ai failli être un peu de ça, tu vois, parce que j'étais tout content d'aller à Londres, à la LSI, dans une université qui envoie beaucoup de gens dans les banques et tout. Et je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir mettre mes parents à l'abri, je vais pouvoir gagner de l'argent et tout. Mais à l'abri de quoi ? S'il fait 50 degrés à Paris en 2050, à l'abri de quoi ? S'il n'y a pas d'eau, 100 communes qui n'avaient pas d'eau en 2022, à l'abri de quoi, tu vois ? Et donc, c'est en réalisant ça que ce projet s'est structuré pour se dire, nous aussi, on peut être force de proposition et on peut être la solution de la question climatique. Parce que tu viens de le dire, tu viens toi-même de banlieue à Strasbourg. À Königshofen, à Strasbourg. Et comment toi, ton parcours, comment toi, t'as été touché en fait Moi, ça a été assez progressif. C'est un prof de... Ma vie était un peu chaotique, j'ai eu 20 000 vies différentes. Et à un moment, il y a une prof d'histoire qui m'a sorti de ma vie, qui m'a aidé, qui m'a permis de prendre confiance en moi. Donc je suis arrivé dans un très bon lycée qui a abordé les questions climatiques assez vite avec un angle philo sur un prof de philo que j'avais en terminale qui était incroyable. D'accord. Et qui a commencé à remettre en question le progrès. Il a commencé à parler d'effondrement, enfin des trucs comme ça. Je me suis dit mais attends, j'ai jamais entendu parler de ça. Et j'ai commencé à creuser tout seul et je me suis dit mais attends... c'est vraiment chaud ce qui se passe. Et on m'a pas prévenu, j'étais pas au courant. Parce qu'au même moment, il y avait les marches pour le climat. Et moi je me disais quoi, c'est pas pour moi. Je m'en fous moi des ours polaires et de la... Enfin, maintenant ça a changé, tu vois. Les ours polaires je les kiffe et tout, c'est méga sûr. Mais à l'époque c'était pas le cas, tu vois. Donc c'est comme ça que le cheminement s'est fait. J'ai eu des phases où j'oubliais, des phases où je reprenais un peu la mesure de la situation. Et puis ça a commencé à naître d'une frustration. Parce que j'étais à Londres avec des potes qui étaient très riches, mais qui réalisaient pas ce qui se passait. Je rentrais à Strasbourg et chez mes potes, ils en avaient rien à foutre des questions climatiques. Et j'étais frustré de pas réussir à faire émerger une urgence chez eux. Et donc je me suis dit, mais il faut absolument que je trouve un moyen d'aller partager ça, parce que sinon ça va être encore nous qui allons souffrir le plus. Et vous, toi Claire, comment tu as eu ce déclic justement, toi personnellement, comment tu as été touchée? Si tu as eu un déclic, d'ailleurs c'est pas toujours le cas évidemment, mais... Alors moi je suis originaire d'une petite ville dans le Maine-et-Loire, pas très loin d'Angers, qui est la plus belle ville de France si vous n'étiez pas encore au courant. Et donc, en toute objectivité, bien sûr. En toute objectivité, parce que ça existe l'objectivité. Et donc je suis petite fille d'agriculteur. D'accord. Donc on aurait pu se dire que c'est du fait que je grandisse à la campagne, très vite les mains dans la terre, que mon engagement est né. Donc, mais souvent quand on est à la campagne, on se sent pas écolo, on se sent à la campagne, quoi, dans la nature. Ensuite je monte à Paris faire mes études, et pendant mes études j'ai l'opportunité de faire un stage dans une entreprise qui s'appelle La Ruche qui dit oui, où là je me retrouve à vendre des produits d'agriculteurs locaux à 20 ans du coup, et à me reconnecter à cette histoire familiale et à réaliser la difficulté pour les agriculteurs et les agricultrices aujourd'hui de vouloir faire de l'agriculture locale, durable, responsable, d'imaginer une nouvelle économie. Et je me rends compte que l'alimentation, ça permet de parler à tout le monde, parce que ça touche la santé personnelle, forcément on veut manger bien pour être en bonne santé, ça touche l'environnement puisque ça a un impact énorme en termes de problématiques, l'agriculture, mais c'est aussi une vraie solution pour accélérer les défis de la transition énergétique écologique. Et enfin, en termes d'économie, quelle est l'économie qu'on veut créer autour du sujet de l'alimentation? Donc je trouve que c'est pratique d'utiliser l'alimentation pour justement démocratiser et rendre ce sujet-là accessible à tout le monde, car on mange tous les jours. Oui, bien sûr, bien sûr. Quant à toi, Amélie, est-ce que tu as eu de ton côté un déclic particulier qui t'a permis justement d'être réveillée à tous ces enjeux et prendre ce sujet à bras-le-corps? Oui, bien sûr. Féris parlait d'effondrement. J'ai lu un livre en 2017 qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne, et qui a vraiment été pour moi un énorme déclic.
je me suis rendu compte vraiment que le réchauffement climatique, c'était pas dans 20, 30, 40 ans, en 2050, en 2030, c'était maintenant, c'était dans notre quotidien, dans mon quotidien, ça allait finalement remettre en question l'avenir que je prévoyais pour moi et finalement remettre en question toutes les décisions que je prenais justement pour mon avenir. Et ça a vraiment été un bouleversement concrètement et qui a finalement amené à ce que je m'engage. Je comprends, en fait, après la lecture de ce livre, je me sentais extrêmement seule. Je me suis dit, mais finalement, voilà, un peu comme Ferris, où autour de moi, les gens, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas rêvés. J'avais l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore, que je savais, une sorte de secret que tout le monde devrait savoir. Et du coup, finalement, mon remède, ça a été de m'engager concrètement. Donc d'abord au sein de Pour un réveil écologique, ensuite à travers mon emploi, et finalement de faire de la transition écologique et de ce combat pour le climat, a finalement le sens de ma vie jusqu'à présent. D'accord, c'est intéressant. Et du coup, par rapport à la question qui nous occupe aujourd'hui, donc vous avez 3 parcours très distincts, on vient de le voir, 3 outils très distincts aussi, mais pour sensibiliser des communautés que vous avez identifiées. Et avant d'entrer un peu plus dans le cœur du sujet, je voulais faire un petit point sémantique avec vous. À vos yeux, démocratiser la transition, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut... Claire, par exemple, je ne sais pas si tu veux répondre. Je pense que le mot, il a différents usages et moi, je l'entends comme quand on sait comment prendre nos responsabilités, quand on peut, comment prendre nos responsabilités pour rendre plus accessibles les sujets d'une part, pour massifier la possibilité de l'activation du passage à l'action. Et pour ça, pour moi, il y a un mot indispensable dans démocratiser, c'est adapter. Et s'assurer qu'on ne dit pas le même message tout le temps avec les mêmes mots, les mêmes outils à tout le monde. Parce que chacun d'entre nous dans cette salle, on a notre parcours personnel, on a notre unicité, on a notre manière de réagir, de connecter ou pas. Et à vouloir dire toujours les mêmes urgences, les mêmes mots, etc., je trouve qu'on oublie de personnaliser l'approche. Et c'est en ça que c'est brillant d'avoir mis sur la table différentes approches, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc je pense que c'est très, très important qu'on prenne notre responsabilité, nous, les acteurs et actrices de la transition, d'adapter les messages pour, in fine, réussir à partager et à engager. D'accord. Est-ce que Claire, Amélie, tu as une définition toi aussi de cet enjeu de démocratisation de la transition ? Je pense que Claire a bien résumé. L'objectif aujourd'hui, c'est d'engager tout le monde. On ne peut plus rester entre convaincus à s'applaudir entre nous en se disant oui, c'est super, etc. Il faut absolument engager tout le monde. Et c'est à travers Pay ton influence, justement, et les influenceurs qui, de base, en tout cas ceux qui ne sont pas encore sensibilisés, on peut justement réussir à toucher extrêmement beaucoup de monde de par leur grande communauté et surtout des personnes qui de base ne sont pas du tout dans la transition écologique et dont le sujet justement n'intéresse pas. Donc il y a vraiment un objectif aujourd'hui, c'est comment on va chercher ceux qui ne sont pas convaincus, comment on sort des cercles de convaincus pour faire en sorte d'engager concrètement tout le monde et de faire comprendre justement à la majorité que le réchauffement climatique et les enjeux écologiques de manière globale, ça va toucher tout le monde, ça va toucher tous les secteurs économiques, tous les métiers et qu'on doit justement tous s'engager dans ce combat-là. Oui, d'accord. C'est exactement ce que tu fais finalement avec Banlieue Climat. Enfin, le fait de s'adapter, vous l'avez dit, de se mettre à niveau, c'est exactement le but de l'association et surtout c'est les outils que tu utilises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la méthode à laquelle tu as recours pour sensibiliser un public qui n'est pas naturellement sensibilisé à ces enjeux-là ? Bien sûr. Donc, comme l'a bien dit Claire, c'est lever les barrières, donc rendre accessible. Et les barrières ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Oui, exactement. Et donc, il faut identifier les barrières en question. Et en l'occurrence, sur l'écologie, il y a quand même un monopole du discours qui est culturellement représentatif d'une certaine classe sociale et qui, forcément, culturellement, n'a pas les mêmes référentiels symboliques, culturels, qui vont toucher, en tout cas dans les quartiers populaires, là où on va. Donc, le premier réflexe, c'est de dire, au niveau du fond, on va être intransigeant. Il y aura les chiffres, il y aura tout ce qu'il faut. On est sur 8 heures, 9 heures de formation. Donc on ne va pas tergiverser sur les fonds. Et si vous avez eu un déclic avec le réchauffement climatique et avec le GIEC, pourquoi eux ne l'auront pas non plus ? Donc sur le fond, on est très exigeant. Par contre, sur la forme, c'est là où ça change, la méthode. Où justement, on essaie de prendre des référentiels comme les animés, les mangas, qui sont très très présents et qui... sociologiquement, je pourrais pas l'expliquer, mais qui sont présents dans toute la société et aussi particulièrement dans les quartiers. D'accord. Et donc là, c'est assez fascinant. On prend, moi, ma première slide, c'est la princesse Mononoke de Miyazaki. Et donc là, tu vois une personnification de la nature qui est énorme.
Et ça permet directement de rentrer dans le sujet avec ce qui reste un peu de nature, parce qu'il faut constater qu'il ne reste plus grand-chose dans les quartiers. On parlait de... Il y a Cynthia Fleury qui a écrit un livre, ce qu'on ne peut pas nous voler, manuel du Verstollen. Et elle liste 10 essentiels. La vue, le temps long, l'horizon, l'espace vert, tout ça, on nous l'a pris. Tout ça, on nous l'a volé. Et donc, qu'est-ce qui reste pour rentrer dans une forme de post-matérialisme qui est finalement très difficile, parce qu'il y a la fin du mois qui existe, et il y a l'accumulation matérielle qui n'est pas là. Donc, comment on rentre dans ce post-matérialisme sans vraiment y rentrer, parce qu'on ne pourra jamais être aussi lunaire et abstrait que vous. Je parle de vous en sens large, je parle de ceux qui ont le monopole du discours écologique, parce qu'il y a quand même des enjeux de survie. Oui. Et donc la difficulté elle est là, et donc les animés c'est une grosse porte d'entrée, le rap c'en est une autre, même si le rap aujourd'hui est beaucoup moins contestataire et beaucoup plus commercial, il y a quand même des rappeurs qui ont parfois des éclats qui permettent en tout cas d'amener correctement le sujet, donc c'est plutôt de la pédagogie au niveau de la méthode. D'accord. Et ensuite le troisième point c'est l'identification. Comment ils vont s'identifier à nous. On a Sana Saitouli, Abdelali, moi, qui venons parler, et ça permet de faire une proximité qui est très différente. Même moi je vois c'est très difficile de parfois même gagner leur confiance. On était à Cergy pendant 9 heures, dimanche il y a 2 semaines, et je voyais un jeune, j'ai dû le travailler au corps pendant toute la journée quoi, pour qu'il me lâche un sourire, pour qu'on parle de rap et tout, parce qu'il y a une vraie frustration. On est dans une galère, il y a des contraintes tous les jours, et toi tu viens me rajouter 9 limites planétaires. Et frérot, tu te prends pour qui toi? Et c'est déjà assez difficile pour nous, et toi tu viens me rajouter des difficultés. Donc il y a toute une manière d'aborder le sujet qui est très difficile à poser, et donc ça prend du temps, ça prend la confiance. On bosse avec des acteurs de terrain qui font un travail incroyable. D'accord. Et pour justement faciliter le gain de cette confiance pour les gens qui connaissent déjà et qui connaissent aussi la façon dont ils parlent, ce qui va les toucher, j'imagine. Exactement, aussi. Donc ça permet de tenir, et puis et au niveau de la confiance, impossible de mobiliser sans les acteurs de terrain qui viennent pour toi mobiliser les jeunes. Sûr. Parce que 9h à Cergy un dimanche, mais c'est impensable. Oui. Donc on est dans cette obligation de participer avec ses partenaires à créer la confiance et à créer la légitimité. Ça c'est très important. Comment vous êtes légitime de s'emparer de ce sujet. Vous pouvez connaître les chiffres aussi bien que les autres. C'est pas réservé qu'aux autres. Parce que moi, combien de fois je me suis senti illégitime. Ah ouais, un jeune avec sa dégaine et tout, qu'est-ce qu'il sait. Donc il y a vraiment ce désir un peu compliqué de pousser les chiffres au maximum pour qu'ils se sentent légitimes après à prendre la parole, tu vois. Parce que sinon ils vont toujours se dire tiens, c'est pas pour moi quoi. C'est pas pour moi, et peut-être qu'il y aura ce regard condescendant qu'on a souvent eu avec moi, et donc je dois m'en prémunir, et donc pour ça il faut que je sois formé un maximum. C'est pour ça qu'on est très intransigeant sur le fond, et sur la forme on essaie d'avoir nos outils adapté. Ok, super intéressant. Et il y a des ponts très forts d'ailleurs avec les influenceurs justement, qui sont une autre catégorie, mais tout aussi finalement étrangers aux enjeux climatiques et aux enjeux environnementaux. Quels outils tu utilises pour justement aller les toucher, aller les faire évoluer pour qu'ils se saisissent de ces enjeux majeurs? Oui, d'ailleurs, avec Ferris, un des slams de Ferris est sur le compte de Payton d'influence, et qui invite justement les influenceurs à se réveiller. Je pense que vraiment la base, c'est la sensibilisation, la formation. Les influenceurs, ils doivent comprendre en fait les enjeux écologiques, et pour comprendre, il faut les former, il faut les sensibiliser. D'ailleurs, hier, on a fait un programme qui s'appelle Influencer for Change, durant Change Now, où pendant une journée, on a sensibilisé des influenceurs aux enjeux écologiques, à comment en parler sur leur réseau, à se sentir légitime d'en parler. Les influenceurs aussi, de plus en plus, en fait, n'osent plus en parler, n'osent pas en parler, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière, de critiques qui vont arriver sur le fait que oui, ils ont un mode de vie finalement qui peut être très impactant, et de par ce mode de vie-là, on va leur reprocher de parler d'enjeux climatiques parce qu'ils ne seraient justement pas légitimes à cause de leur mode de vie impactant. Donc on veut leur faire regagner cette légitimité-là, leur faire comprendre justement que ils ont aujourd'hui finalement un pouvoir, le pouvoir de parler à des fois des millions de personnes au quotidien, et avec ce pouvoir il y a une certaine responsabilité de ce qu'ils vont montrer. Et aujourd'hui il y a une nécessité de leur faire comprendre aussi que valoriser des modes de vie de consommation qui vont être par exemple prendre l'avion beaucoup de fois par an pour des voyages presse, ou alors valoriser
valoriser des industries comme la fast fashion, etc., ça participe justement à ce business as usual-là, et ça participe au fait que finalement les personnes qui le regardent ne soient pas sensibilisées ou ne s'intéressent pas aux enjeux écologiques. Donc il y a la formation, la sensibilisation, leur faire comprendre leur impact, concrètement leur impact individuel et l'impact qu'ils ont sur les personnes qui les regardent. Et ensuite, il y a aussi un enjeu énorme au sein du secteur de l'influence, c'est l'apprentissage par les pairs. Nous, on pense vraiment que les influenceurs, entre eux, ils peuvent justement, on va dire, se motiver pour s'engager, pour créer une dynamique finalement globale de transition au sein du secteur de l'influence. C'est pour ça qu'on dit aux influenceurs, mais parlez-en, même si vous n'êtes pas parfait, parlez de vos réflexions pour pouvoir aussi engager d'autres influenceurs avec vous et aussi potentiellement engager des marques qui vont peut-être commencer à comprendre que, ah oui, là, les influenceurs, ils refusent de travailler avec moi parce que je ne suis pas assez engagée, parce que voilà, j'ai fait du greenwashing. Et du coup, ça peut vraiment emmener finalement tout un secteur économique vers la transition. Et on constate déjà qu'il y a certains, enfin en tout cas une nouvelle génération d'influenceurs justement en transition. Des influenceurs qui de base étaient sur des modèles d'influence assez classiques avec la valorisation de la surconsommation ou des modes de vie qui n'étaient pas forcément compatibles avec les enjeux écologiques et qui ont changé concrètement. Donc je peux citer par exemple Enjoy Phoenix qui a été une des précurseuses là-dessus. Et du coup, on a cette nouvelle génération d'influenceurs en transition, mais qui n'est pas assez encore importante pour créer une dynamique globale de transition au sein du secteur. Donc, on a besoin aussi de cet apprentissage par les pairs. Mais il y a quand même, on va dire, une lame de fond vers une certaine responsabilisation écologique du secteur, mais qui arrive, on va dire, de manière très lente encore. Oui, d'accord. Du coup, ton rôle à toi est un peu différent parce que tu t'adresses déjà à des gens qui sont déjà un peu sensibilisés. Je crois que Ferris et Amélie sont des exemples vivants de personnes qui sont passées par les pépites vertes. Comment justement, par quels outils après tu passes à l'étape d'après ? Tout à fait, on a deux belles pépites à côté qui sont passées sur le média, qui sont passées dans le programme, parce qu'on pense, et c'est un mot que tu as dit Ferris, que la proximité va permettre aux jeunes et aux étudiants et étudiantes notamment de réussir à se projeter dans des carrières. C'est difficile quand on a envie de bosser pour accélérer la transition, d'avoir une table ronde dans son service carrière, dans son école, avec un directeur ou une directrice RSE. On se dit, si je dois atteindre de devenir directeur, directrice RSE pour avoir de l'impact, je ne suis pas rendue. Et donc, en permettant de mettre en lumière des chargés de projet sur la biodiversité, des chargés de projet sur l'économie circulaire, des gens qui très concrètement font le métier dans des structures de la transition ou en transition, ça permet d'activer, d'outiller, et on me l'a dit tout le temps quand je me promenais dans le salon, de donner de l'espoir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Les jeunes, les gens, les talents en quête de sens ont besoin d'espoir pour qu'on leur dise on va le faire. Quoi qu'il, on va le faire. On ne sait pas forcément comment, mais on va le faire et on va le faire ensemble. Et donc, le média, c'était vraiment la première brique pour nous. Ceci dit, à force de donner la parole à des pépites, on a été un peu plus loin et on leur a dit, en vrai, ça va dans ton engagement ? Est-ce que c'est suffisant ? Comment tu te sens ? Et toutes ces pépites isolées nous l'ont dit. Je me sens seule. Je me sens seule dans mon groupe de proches. Je me sens seule dans ma boîte. Je me sens seule le junior qui fait de la transition. Et donc, on a lancé le programme des Pépites Vertes. Et ce matin même, le lancement de la 3e promo de la Pépite Academy qui va vraiment fédérer ces jeunes au sein de promo pour les aider à mieux réseauter. À pas abandonner aussi. Et à pas abandonner, à prendre soin de leur santé mentale et de leur résilience. Parce que nous, effectivement, on outille ceux qui y sont déjà en se disant vous êtes en ligne de front. On a besoin de vous sur longtemps. On est dans un marathon, éventuellement pas en sprint. Et donc, tenons le coup, entraidons-nous et apprenons à mieux raconter, à mieux fédérer, à mieux s'adapter pour, in fine, diffuser et du coup, de fait, démocratiser ce sujet-là en l'incarnant par l'exemple. D'accord, c'est intéressant. Mais cette démocratisation, aujourd'hui, il y a certains, je pense notamment à Camille Etienne, certaines personnes très engagées, très militantes, qui disent que finalement, ça ne suffit plus, qu'il faut aller plus loin. Elle appelle à un soulèvement, elle, carrément. Elle appelle aussi les autorités, enfin, les pouvoirs publics à changer les lois. On a vu tout à l'heure Monsieur Mokor qui a fait quelques promesses, qui a quelques engagements, qui en a pris d'ailleurs auprès de vous. Est-ce que c'est pas ça le prochain mouvement ? Est-ce que ça suffit ? Est-ce que c'est pas suffisant finalement de sensibiliser, de former tous ces gens-là ? C'est nécessaire, mais ça semble pas suffisant. L'urgence est à nos portes. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de soulèvement et de prise en main par les pouvoirs publics finalement de cet enjeu, de cette question ? Est-ce que Ferris, tu peux répondre ? Parce que justement, je crois que tu as eu une réponse positive de la part du gouvernement très récemment. Effectivement. Soulèvement, ça dépend pour qui, ça dépend quand, ça dépend comment. Oui.
soulèvement, je pense que ça devient nécessaire dans un monde idéal parce qu'il faut tout changer actuellement. Donc, en théorie, moi, je suis validé. Je valide, je signe. Je signe tout de suite. Par contre, pour revenir sur ce que Amélie disait aussi, c'est pas pour tout le monde. Et pas tout de suite, et pas demain. Parce que la culpabilisation dont on parlait avant, elle est réelle même dans les publics qu'on touche. Ça veut dire qu'on est sur un public qui a une empreinte carbone ridicule, qui de fait émet pas beaucoup de CO2 et se sent culpabilisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un discours avant d'aller au soulèvement qui est assez néolibéral et qui consiste à dire quoi ? Qui consiste à dire, au fond, le sujet de la transition va reposer sur les individus. Et les individus, du coup, demain, quand on va parler de consommation ou d'action, on va confondre les deux. Quelle action tu peux faire demain matin ? On va te dire arrêter la viande, arrêter l'avion, etc. C'est nécessaire, bien sûr. Mais la consommation, c'est pas de l'action. Et cette imbrication est née tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand l'écologie est née dans un milieu plutôt aisé, forcément, la première action qu'on pense, ça va se confondre avec la consommation parce que c'est des gens qui prennent peut-être l'avion tous les 2 semaines, tu vois. Et donc ça fait sens de dire on arrête de prendre l'avion. Par contre, dans un public qui le prend jamais, qui le prend très peu, est-ce que ça fait sens de confondre consommation et action ? Pas trop. Et donc cette différence, nous on l'a fait en disant sentez-vous légitime. La cohérence au niveau de la consommation viendra demain parce que la formation va apporter la cohérence. C'est quand même fou, le climat c'est le seul sujet où on exige de l'exemplarité sans avoir formé personne. Donc il faut d'abord penser à ça et ensuite on sépare formation et action. Action et consommation, pardon. Et donc quand on rentre de l'action, effectivement, je pense qu'un soulèvement c'est trop tôt en tout cas pour les quartiers. On pourrait rentrer davantage dans la résilience, dans l'adaptation. Donc là par exemple à Bagnolet, 3500 habitants, on essaie de voir comment on pourrait faire pour qu'on puisse faire un partenariat avec des maraîchers et faire en sorte qu'ils se nourrissent un peu mieux, tu vois. Ça c'est un projet de 5-6 ans, c'est une dinguerie, ça prend du temps. Mais effectivement, je pense que le soulèvement, quand en tout cas à la fin de la formation on demande quel mode d'action vous paraît le plus pertinent, c'est régulièrement la sensibilisation, la formation et des projets un peu liés au sport. Ça les touche de fou. Donc on aimerait bien faire un Paris-Strasbourg à vélo. Donc c'est assez symbolique, tu vois. Et c'est plutôt reprendre la maîtrise sur son destin, sur sa vie, avant de penser à sauver le monde. C'est se sauver soi avant de penser à sauver le monde. Et moi, ce que j'essaie de plutôt dire, c'est qu'en se sauvant soi-même, on va contribuer à sauver le monde. Et bien sûr, peut-être que demain, il va falloir cette force-là vive, qui est prête et qui sera prête à faire le soulèvement. Mais je pense que là, demain matin, là, vu comment on a opposé fin du mois, fin du monde, et qu'on a fait croire que c'était pas un sujet pour eux, peut-être qu'on viendra malgré nous au soulèvement. Alors l'heure tourne vraiment. Du coup, on va conclure très vite. Si vous avez juste 2 mots à dire sur cette question-là. Pour conclure sur la question de qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pas suffisant ou avoir le plus d'impact. Juste sur ce que tu viens de dire, nous on dit aux personnes qui passent dans nos programmes, aux personnes engagées, faites ce qui est déjà à votre niveau, à votre portée, faites-le avec joie, avec bonheur, avec des copains. Et ensuite, assurez-vous de rayonner et de briller votre engagement. Parce que si on vise trop la quête d'impact et qu'on se sacrifie au milieu de cette cause qui, comme je vous l'ai dit, est un marathon très 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 long et bientôt très 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 chaud, ça ne va pas marcher. Donc, chacun à son niveau, où ça l'appelle, Camille Etienne à son endroit, les gens de Change Now ici, chacun à leur endroit, vous toutes et tous, chacun à votre endroit, saisissez cette place de vous engager et faites-le avec d'autres, ne restez pas isolés dans votre engagement car vous n'êtes pas seul, c'est la preuve vivante Change Now pour le montrer. Eh ben merci beaucoup, merci infiniment pour ce débat, c'était vraiment très riche. Je suis désolée, en fait on est pris par le temps, mais c'était vraiment, on a des conclusions très fortes, se sauver soi-même, faire la transition à son niveau, avec joie, s'adapter à chaque public, c'est les grands messages que j'ai retenus de cette table ronde, c'était vraiment passionnant, merci infiniment, vous êtes brillants, merci à toi. Merci beaucoup.